Bon, je vous propose de débuter ce dernier webinar donc de notre série spéciale, spéciale Covid. Donc comme vous le savez, comme vous voyez, ce webinar est consacré à SES et on va tabler sur un minutage de 35-40 minutes. Comme d'habitude, vous recevrez à la fin dès demain, je pense, un mail avec toutes les réponses à vos questions, ainsi que la transcription, la vidéo de cet événement et les slides que nous communiquons. Donc, si mon collègue veut bien cliquer pour passer à la slide d'après, parfait. Comme c'est le dernier webinaire, un format un peu spécifique, savoir que pour celui-ci, donc moi je suis Fabien Debuire, en charge des partenaires sur la région Grand Ouest. Je suis accompagné comme d'habitude de Benjamin Legré, donc notre avant-vente sur la région. Et on fait un featuring, si je puis dire, sur cet événement avec Adrien Brochot qui se présentera tout à l'heure et qui interviendra dans la dernière partie. Donc assez classiquement, une introduction que je vais vous faire avec un angle un peu commercial. Benjamin qui va prendre la main sur la partie description du produit tel qu'il est aujourd'hui. Et enfin Adrien qui va vous parler de notre vision et des projections à venir sur ce produit-là. Et s'en suivra une séance de questions-réponses. À noter que pour cette fois-ci, il n'y aura pas de démonstration technique. Donc, tout d'abord, pour introduire ce produit, on va d'abord se reposer la question des cibles sur ce produit, parce que comme vous le savez, ce produit tel qu'il est aujourd'hui, on le préconise dans certains cas d'usage. Le premier étant tout ce qui va être protection des postes opérationnels, donc dans l'OT, dans l'industrie, protection de tout ce qui va concerner les consoles de pupitrage, la supervision, tout ce qui est console de programmation et télémaintenance. Ce contexte de développement commercial, ça va être pour des clients qui ont des postes ou des parcs de postes très vieillissants sur lesquels il faut quand même continuer à proposer des mécanismes de sécurité parce que ces postes ont besoin d'être là et ils sont parfois critiques, on a besoin de savoir les sécuriser. Et enfin, la dernière frange de clients qu'on adresse, ça va être tous les environnements réglementaires. Donc classiquement les OIV qui doivent répondre à la loi de programmation militaire. Alors parmi ces OIV, pour mémoire, on va retrouver toutes les activités régaliennes de l'État, hein, tout ce qui est lié au civil, au militaire, au judiciaire, à la recherche et à l'espace. On va également y retrouver tous les secteurs de la santé, de la gestion de l'eau et de l'alimentation. Et enfin, des secteurs comme tout ce qui va être énergie, communication, audiovisuel, les transports, qu'ils soient aériens ou ferroviaires, ou les transports de personnes, la finance, évidemment, et l'industrie. Mais ces trois secteurs, aujourd'hui, notre action va être très ciblée avec le produit. C'est-à-dire qu'on va venir accompagner nos clients sur une part assez ciblée du parc. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le constater autant que nous, aujourd'hui, sur les systèmes d'information de nos clients, on constate qu'un nouveau champ de bataille s'est ouvert avec des attaques qui arrivent chez nos clients et qui ont été développées par des États. Le fait que ces attaques aient été développées par des États, elles ont une certaine puissance et elles nécessitent que nous, en face, on propose des produits de protection renforcée. Comment on va le faire? Quelle ligne on s'est donné? Tout simplement, on va vous proposer, et donc proposer à vos clients, une sécurité du poste avec un niveau de contrainte, un niveau de sécurité qu'on pourrait assimiler au niveau militaire. L'idée étant de pouvoir adresser un dernier secteur que je détaille juste après, sont les environnements critiques, les environnements sensibles, pardon. Et ces environnements sensibles-là, plutôt que d'aller cibler une partie du poste, un environnement sensible par excellence est plus global, et là on va avoir besoin d'un produit qui vienne se positionner plutôt sur un parc dans sa globalité, sur le monde IT, là où avant on était plutôt sur des parcs ciblés. J'en ai fini pour mon introduction, je vais passer la parole maintenant à Benjamin. Bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler du produit SES tel qu'il est aujourd'hui avec quelques points focus. Donc le premier point focus ça va être aujourd'hui sur quoi on va utiliser SES. Donc ça va être principalement
sur des postes et des OS obsolètes qui doivent perdurer dans le temps. Typiquement, ce qu'on va retrouver classiquement, ça va être du Windows XP et du Windows Server 2003 qui est périmé depuis des années au niveau de Microsoft, qui ne fait plus aucune mise à jour de sécurité. Et avec des postes qu'on va retrouver qui sont obsolètes depuis plus récemment, depuis le début de l'année, pour la partie Windows 7 et pour la partie Windows Server 2008 R2. Le but du jeu, ça va être de venir installer SES dessus pour complètement verrouiller le poste et pour permettre de continuer à utiliser ces postes qui ne peuvent pas être remplacés ou upgradés dans des OS plus récents et de pouvoir continuer à les faire fonctionner en toute sécurité. Comment ça fonctionne? SES, c'est un produit qui va fonctionner sur la base de whitelisting, c'est-à-dire qu'on va, à l'inverse de l'antivirus, ne faire autoriser que les applications qu'on a prévu de faire fonctionner. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne donc sans base de signature. On est un EPP, donc un Endpoint Protection Platform. Donc c'est quelque chose de 100% comportemental. Donc on va être totalement proactif sur des menaces 0D. On n'a pas de base de signature. Donc du coup, pas besoin d'Internet, pas besoin de faire de mise à jour. On peut installer l'outil sur des postes qui sont complètement dans des environnements déconnectés d'Internet. Ça va permettre également de bénéficier que le poste sera en permanence à jour, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de base de signature, on s'affranchit en fait d'aller vérifier périodiquement que la base de signature a bien été téléchargée sur le poste. Le troisième point, ça va être le contrôle des périphériques. Donc on va permettre de contrôler à la fois les périphériques USB, mais également tout ce qui est stockage mobile, tout ce qui va être connexion Bluetooth. Par exemple, le cas d'usage typique sur une console, ça va être la personne qui va venir brancher son téléphone sur un USB, sur un Bluetooth pour venir partager sa connexion 3G et regarder le match de foot sur l'écran géant. Ça va être capable de le bloquer. Sur la partie périphérique USB, ce qu'on va être capable de faire également, de contrôler l'enrôlement via les numéros de série, via les vendors ID des clés USB, de faire une gestion de toutes ces clés USB. On va permettre de gérer également tout ce qui va être statut de confiance, donc permettre de valider que la clé est régulièrement passée sur une station blanche, pour lui attribuer un statut de confiance correct et permettre de l'utiliser sur la station. On va également permettre de mettre des droits d'accès en lecture-écriture en fonction des utilisateurs. Le quatrième point, ça va être l'adaptation. La politique contextuelle permet à SES de s'adapter à tout un tas de contextes. Donc le cas classique, ça va être la situation home office et la situation je suis dans un réseau de confiance au sein de l'entreprise. Donc le poste peut s'adapter dynamiquement. Comment ça fonctionne? Mais tout simplement, on peut faire des tests via des pings. Donc si on arrive à pinguer une adresse qui est accessible uniquement depuis le réseau de l'entreprise, SES sait que c'est dans un environnement sécurisé et donc il va pouvoir... Oui. Je vais reprendre la main parce que la qualité de ton micro est très mauvaise. Donc excusez-nous pour ça, je vais reprendre la main. Donc la politique contextuelle, comme le disait Benjamin, on va pouvoir définir des politiques de sécurité adaptées tout simplement à l'environnement et au moment dans lequel se situe le poste. Sur le prochain point, rien. Notre solution a une faible empreinte matérielle. Donc ça veut dire qu'elle vous permet d'aller protéger des équipements parfois très peu performants, parce que vous avez la garantie que nous, on ne va pas venir surcharger inutilement le matériel avec nos fonctions de sécurité. Le point suivant concerne la qualification. Comme vous le savez, pour nous, notre stratégie, c'est de vous garantir le meilleur niveau de sécurité possible. Donc, comme sur l'ensemble de notre gamme, ce produit dispose des qualifications, des critères communs EL3+, et également de la certification FIPS, ce qui nous permet d'aller tout simplement le positionner dans des environnements soumis à réglementation. Et enfin, et pas des moindres,
un produit qui est interopérable avec des environnements, des applications métiers. C'est-à-dire que quand on va venir s'intégrer dans une chaîne industrielle Schneider ou Siemens, ben, on a travaillé en amont avec ces industriels-là, mais avec d'autres également, pour s'assurer que notre solution fonctionne correctement sans interférer avec leurs produits. Voilà pour l'ensemble des points sur cette partie-là. Je laisse maintenant la parole à Adrien. Bon, merci. Et du coup, bonjour à tous. Et du coup, merci d'assister à ce webinaire. Avant de commencer vraiment la partie sur notre vision, je vais représenter un petit peu mon rôle, parce que je pense que vous n'avez pas forcément encore échangé avec beaucoup de PM avec StormShield, et c'est une notion, le Product Manager, qui peut varier beaucoup d'une entreprise à l'autre. Donc globalement, chez StormShield, le Product Manager, c'est celui qui va vraiment incarner la vision du produit, définir la stratégie et les roadmaps produits en fonction justement de vos besoins, d'analyse du marché, etc. Donc c'est celui qui sera directement en contact avec la R&D, avec les forces de vente également, avec le marketing, pour vraiment incarner une vision du produit. Donc n'hésitez pas à me poser des questions tout au long du webinaire déjà, et on y répondra plutôt à la fin par contre, pour éviter de couper la présentation. Et à la fin, il y aura de toute façon une séance de questions-réponses. Donc là, je vais prendre la parole justement pour vous présenter la vision que StormShield a de la protection endpoint, et notamment dans le cadre du produit SES d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais reprendre un petit peu un historique de la menace justement sur les endpoints pour permettre d'illustrer un petit peu notre démarche et vers où on souhaite se diriger. Donc là, je reprends vraiment les bases de la sécurité informatique, on va dire, donc des premiers malwares qui avaient été créés il y a quelques dizaines d'années pour attaquer donc des systèmes à l'époque non protégés, avec une connexion en général directe, enfin une IP, il n'y avait pas de système de routeur, pas vraiment de pare-feu, etc. Donc les postes pouvaient très facilement être accessibles depuis un peu n'importe où. La première réponse classique que vous connaissez probablement, c'est les antivirus. Donc les bases de signature simplement, comme on a présenté plus tôt, et qui permettent simplement de reconnaître toutes les menaces connues simplement et qui ont été analysées. Donc, le problème des antivirus, c'est bien sûr qu'ils dépendent d'une base de signature, donc il faut que la menace ait été vue ailleurs, analysée, qu'une empreinte ait été définie, simplement qu'une signature ait été faite d'un malware en particulier, et ensuite il faut que cette empreinte soit propagée parmi les bases pour les éditeurs qui veulent protéger les postes. Cette évolution avait effectivement cette limite, c'est que les malwares se sont développés et se développent aujourd'hui à une très grande vitesse. Donc de nouveaux malwares sortent tous les jours vraiment pour infecter les postes. Et du coup, la base des antivirus fait que la primo-infection va toujours passer, vu qu'aucune signature ne pourra être créée. Et même si les temps de réaction sont maintenant très rapides, avec des systèmes dans le cloud et des signatures qui ne prennent plus les binaires entiers, mais des parties, etc., en général, de toute façon, les attaques, les primo-infections font forcément passer avec des systèmes d'antivirus. La réponse à ça, c'était justement l'évolution des systèmes antivirus en Next-Gen AV, qui était souvent appelé comme ça, ou EPP, justement, c'est la naissance du terme, pour Endpoint Protection Platform. Et c'est le fait de rajouter un système pour détecter les comportements des malwares plutôt que de reconnaître des malwares. C'est dans cette démarche que s'est inscrit SES, la version actuelle 7.2, qui a quand même la particularité par rapport à la plupart des concurrents justement de l'époque quand SES est sorti. La plupart des concurrents étaient issus de milieux antivirus, donc dépendaient grandement d'une base de signature et avaient quelques protections comportementales. SES avait pris le parti d'être entièrement comportemental et d'offrir une protection donc sans aucune signature et sans dépendre d'une base du tout, d'être vraiment poussé entièrement du côté d'analyse du poste, détection d'exploitation de vulnérabilité, etc. L'un des inconvénients quand même de ces produits, et qui fait partie des inconvénients du produit actuel, c'est la complexité en général de paramétrage pour réussir à faire une politique qui va parfaitement s'adapter à votre environnement et protéger de manière fiable les postes. Souvent, l'une des
approches les plus efficaces pour ce type de produit, c'est d'avoir une approche vraiment de hardening du poste et donc plutôt sous forme de whitelisting. Autoriser ce qu'on connaît, bloquer tout le reste. Le problème, c'est que ce qu'on connaît sur un système moderne varie énormément avec les mises à jour régulières de tous les produits installés sur un poste, les versions de Windows, etc. Donc c'est très compliqué de maintenir une politique de sécurité dans un environnement IT mouvant de nos jours avec un SES 7.2. C'est pourquoi il est plutôt orienté aujourd'hui sur du hardening de poste, plutôt orienté OT. Toute une partie, par contre, de détection comportementale reste très utile et permet de bloquer des zero day et autres attaques. Une nouvelle approche qui a émergé il y a quelques années maintenant, c'est l'approche EDR, partant du principe que bloquer, c'est forcément très important pour protéger un poste, mais finalement l'information peut être encore plus importante. Parce que le deuxième inconvénient d'un EPP, c'est qu'il va bloquer l'attaque très tôt, souvent, parce que c'est vraiment de la reconnaissance de comportement, donc ça peut bloquer assez tôt une attaque en détectant l'exploitation d'une vulnérabilité, avant même que la vraie payload soit activée. Mais par contre, il ne va pas réussir à donner des informations parce qu'il va loguer que ce qu'il a bloqué et pas finalement un contexte autour d'une attaque. L'approche EDR prend complètement une approche inverse, c'est que l'agent arrête de bloquer de manière proactive les menaces, mais au contraire, il va auditer tout ce qui se passe sur le poste finalement. Il va renvoyer toute l'activité de chaque poste du parc dans un back-end, et toute l'intelligence sera déportée plutôt côté serveur pour analyser tout ce qui se passe sur les différents agents, détecter justement des comportements malveillants, en allant beaucoup plus loin en général sur justement cette détection de comportement. C'est ce que permet de faire un back-end centralisé qui analyse en continu des logs. Et ensuite redescendre des réponses plus ou moins automatisées, justement, parfois sur décision de l'administrateur et parfois plutôt automatisées en demandant à un agent de tuer un processus, de supprimer des fichiers, etc., de faire une réponse vraiment sur une attaque détectée. Donc c'est aujourd'hui, il y a effectivement il y a une évolution bien sûr de ces EDR, ils ont quand même une partie protection en général, et ça s'inscrit justement dans la vision qu'on va avoir aujourd'hui, qui est vraiment de faire un hybride et de prendre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire d'être capable toujours de bloquer. On a toujours la conviction qu'il est très important de bloquer au plus tôt les menaces. Comme vous avez vu sur notre stratégie et le positionnement du produit, on va vraiment s'adresser à des clients très sensibles à des OIV et infrastructures critiques. Pour eux, une perte d'information, enfin une exfiltration de données, un blocage d'une production, c'est très important. Donc une approche vraiment d'audit et de réponse peut ne pas suffire parce que des données peuvent déjà être exfiltrées par les attaquants à ce moment-là. Pour nous, c'est très important de garder une intelligence et de la développer justement côté agent pour renforcer justement cette partie protection. Et par contre, d'être capable de donner, tout comme un EDR, vraiment une vision du contexte de l'attaque et pouvoir remonter pour savoir comment on est arrivé jusque-là. C'est vraiment la vision des nouvelles solutions de sécurité aujourd'hui, qu'on peut appeler AEP pour Advanced Endpoint Protection. C'est un nouveau terme qui commence à émerger un petit peu à ce propos. Sinon, beaucoup parlent encore d'EPP en fait et considèrent qu'un EPP devra intégrer finalement les briques EDR directement dedans pour faire une plateforme de protection complète finalement sur un poste. Donc, pour mettre en place une telle protection, il y a trois principaux axes à étudier justement sur la protection d'un poste. Comment protéger un poste simplement? Le premier axe, c'est quelque chose qui était déjà très bien rendu dans la version 7.2, la version actuelle du produit SES, c'était la prévention contre les menaces. Donc tout ce qui est exploitation de vulnérabilité, en analysant le comportement en mémoire directement des applications qui tournent, en se plaçant là où des failles peuvent être exploitées et en bloquant, en détectant ces exploitations juste au moment où elles se produisent et donc en bloquant directement l'attaque avant même qu'elle ne commence réellement. Vu que les exploitations de vulnérabilité sont en général des moyens d'infection ou de déplacement des attaques finalement avant de vraiment effectuer leur travail. Un deuxième axe, qui est très en vogue actuellement, c'est la dissimulation des malwares. Les malwares, connaissant maintenant les
les procédés pour sécuriser les postes, ils connaissent les solutions de sécurité, les antivirus et autres, maintenant EPP et EDR. Leur but va être souvent de masquer, finalement, de se masquer derrière des processus légitimes, qui sont en général beaucoup moins surveillés par ces solutions-là. Si un malware arrive à se faire passer auprès du système pour un processus légitime du système, il pourra en général effectuer toutes ces opérations sans que les informations remontent même à l'administrateur. Donc ça, c'est diverses techniques qui ont été développées. Certaines sont relativement récentes d'ailleurs, datent vraiment d'1 ou 2 ans. D'autres sont plus anciennes. Et là-dessus, aujourd'hui, la version de SES était légèrement limitée. On travaille justement pour améliorer grandement ces capacités-là. Parce que pour nous, c'est la clé. L'information doit être réelle et ne doit pas être abusée justement par ces malwares. Et enfin, le troisième gros axe de prévention donc, contre les menaces et les comportements du coup vraiment clairement de malware, ce sera l'utilisation malveillante de fonctions système. L'agent SES est toujours destiné à Windows, vraiment, et doit protéger tous les postes de travail. Windows offre évidemment à toutes les applications de nombreuses API pour permettre de modifier des données du système, d'effectuer des opérations pour dialoguer entre applications, etc. Ces API peuvent être souvent détournées par les malwares justement pour soit se dissimuler, soit simplement effectuer le travail qu'ils souhaitent avoir pour infecter un poste ou pour justement manipuler des données, en voler, en chiffrer, etc. Toute une partie comportementale sera d'étudier justement les usages légitimes de ces API, des usages qui sont détectés comme malveillants. Un deuxième gros axe de sécurité du poste, c'est évidemment les ressources. Toute la valeur d'un système, c'est forcément ce qu'il contient, donc toutes ces ressources. Ces ressources, c'est sous forme d'applications, tout ce qui s'exécute, tout ce qui va faire le travail vraiment sur les postes. Toutes les ressources fichiers qui sont en général le moyen de stockage le plus répandu de toute façon pour toutes les données sensibles des clients, tous les documents de travail, etc., utilisés par tous les logiciels métiers également. Et enfin, le registre qui est vraiment le cœur de Windows, qui contrôle en soi le système, qui détermine ce qui sera chargé, qui détermine des associations de fichiers, etc., et des démarrages automatiques. C'est très utilisé pour faire de la persistance, notamment pour les différents malwares, si jamais on prend les attaques un peu avancées. Un endpoint complet, pour nous, se doit de contrôler tous ces aspects. La plupart sont déjà contrôlés aujourd'hui par SES en version 7.2, mais les informations justement qu'il transmet ont beaucoup de lacunes et ne permettent souvent pas d'avoir un état global de la situation lorsqu'on détecte un accès fichier non autorisé. C'est parfois un peu compliqué de voir tout le contexte autour de cet accès et les informations de l'émetteur et de la cible qui a été atteinte. Le troisième gros axe, c'est la protection au-delà du système lui-même, finalement. C'est tout ce qu'il y a autour d'un système. Pour cette partie-là, en fonction des éditeurs, évidemment, certains EDR se contentent de regarder un peu des accès réseau et omettent un petit peu les périphériques, considérant que ce n'est pas directement sur la machine et qu'ensuite l'attaque sera bloquée plus tard, finalement, au moment où elle s'exécutera vraiment sur la machine. Côté contrôle d'accès réseau, bien entendu, il est capital de savoir vers qui un endpoint aura communiqué pour détecter des mouvements latéraux, pour détecter des exfiltrations de données, etc. Pour les périphériques, c'est également un très gros vecteur d'attaque dans les entreprises. Le nombre d'infections qui se sont produites suite à la récupération d'un périphérique potentiellement inconnu et son branchement sur un poste du parc par quelqu'un de non informé, ça arrive quotidiennement vraiment pour des infections. Et enfin, un endpoint se doit aujourd'hui de s'adapter au contexte de la mobilité des postes. On a une recrudescence d'ordinateurs portables dans les entreprises aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal pour permettre des usages nomades, des voyages, etc. Et les gens doivent pouvoir toujours évidemment travailler de manière sécurisée lors d'un usage nomade et souvent accéder à leurs ressources internes, aux ressources internes de l'entreprise. Pour ça, SES a toujours proposé une protection des fonctions sans fil. Donc là, en l'occurrence, on travaille sur tout ce qui est Wi-Fi, évidemment. Alors SES permet de contrôler les points d'accès autorisés ou non aux machines et gérer les cas de mobilité,
Donc désactiver par exemple les bridges Wi-Fi LAN pour éviter une connexion sur un Wi-Fi non sécurisé pendant qu'on est connecté et faire un pont avec un réseau d'entreprise, ce qui peut être une opération très dangereuse si on a oublié de couper son Wi-Fi. Ou alors simplement autoriser que certains événements, certaines actions à l'utilisateur tant qu'il n'a pas monté son VPN pour travailler de manière sécurisée dans un environnement de nouveau contrôlé finalement. Un dernier aspect de la sécurité, qui n'est pas un axe en soi, c'est son utilisabilité par l'utilisateur final. La sécurité doit être transparente. Pour ça, ça passe par plusieurs étapes. La première chose, c'est alors quelque chose que nous n'avions pas sur le produit SES 7.2, c'est l'intégration vraiment d'une protection dans le produit directement. La version 7.2 était plutôt orientée whitelisting, donc devait s'adapter énormément au parc, ce qui nécessitait une grosse tâche pour l'administrateur pour configurer le produit et l'utiliser. Pour nous, c'est capital. L'expérience et la connaissance de la menace, nous l'avons au sein de StormShield, à travers plusieurs équipes. Nous avons les moyens d'analyser des malwares dans des labs. Nous avons les moyens de connaître l'actualité là-dessus. Détecter des comportements et réaliser les règles dans le produit pour les bloquer. Ça doit relever de notre fonction, simplement. On doit proposer une protection déjà à l'administrateur. Ce qui ne veut pas dire que le produit deviendra non personnalisable. Notre objectif n'est en aucun cas de brider un futur produit, ce sera plutôt vraiment de permettre de proposer une couche de sécurité qui sera personnalisable par l'utilisateur. Certaines parties, comme par exemple le contrôle des périphériques, restera toujours à la charge de l'administrateur, vu que c'est vraiment un comportement spécifique à chaque entreprise. Tout comme l'utilisation des points d'accès sans fil. Certains voudront les autoriser, d'autres voudront les bloquer. Une protection, c'est aussi, pour qu'elle soit efficace et acceptée au sein d'une entreprise, c'est forcément que l'utilisateur final ne doit pas être impacté. Il doit être sécurisé et son poste doit être sécurisé. Les attaques doivent être bloquées. Par contre, tout doit être transparent pour l'utilisateur. Il ne doit pas être interrompu dans ses tâches quotidiennes par des messages, par des actions à réaliser sur le produit. Parce que de toute façon, l'utilisateur final est en général peu informé et ne saura pas quoi faire simplement face à un message envoyé par un produit de sécurité. C'est pourquoi toute la philosophie d'SES a toujours été de paramétrer entièrement les agents par la console d'administration. Et enfin, un des points les plus importants pour de la sécurité, c'est d'informer évidemment l'administrateur. Donc ça, c'est une approche EDR qui est aujourd'hui absente du produit SES, qui est très efficace pour bloquer, et donc très efficace toujours, encore une fois, dans des postes durcis, car le plus important, c'est de bloquer sans forcément interrompre quoi que ce soit et sans analyser plus que ça. Par contre, pour des postes IT et pour s'orienter vers des clients très sensibles, les capacités d'analyse sont capitales. Donc un administrateur doit avoir à sa disposition lors d'une détection d'attaque l'ensemble des données et tout un contexte qui permettra de remonter et de comprendre ce qui s'est passé pour ensuite réagir, renforcer ses défenses là où il le faut et sensibiliser les utilisateurs si nécessaire, etc. Pour illustrer un peu tout ça, je vais reprendre vraiment un cas très typique d'attaque, donc d'ATA ou APT, donc Advanced Targeted Attack ou Advanced Persistent Threat, qui sont, on va dire, on va assimiler un peu les deux, puisque en général une Advanced Targeted Attack sera souvent également une Advanced Persistent Threat. Son but sera de se cacher, de se rendre persistant justement dans l'environnement qu'elle a infecté pour exfiltrer petit à petit des données ou pour attendre son heure pour ensuite être activé et effectivement effectuer un travail particulier donné par l'attaquant. On va partir sur un cas très typique et très commun dans les attaques avancées comme ça, c'est vraiment une opération de phishing ciblée. Pour ça, l'attaquant à gauche va créer un document quelconque semblant légitime pour tromper l'utilisateur peu informé. Il va trouver un vecteur d'attaque simplement vers une entreprise ciblée, donc ça peut être des clés USB justement, ça peut être des liens fournis à travers un mail ou autre, ça peut être directement une pièce jointe dans un mail.
et il va cibler évidemment un département particulier de l'entreprise. Là, en l'occurrence, on a pris l'exemple des ventes, qui est un département qui est souvent amené à récupérer des données externes, donc qui ne fait pas forcément très attention à l'ensemble des éléments. C'est pas comme un département R&D qui sera étonné de recevoir quelque chose d'externe. Une fois la première cible infectée, par divers moyens qu'on verra après, en général, le malware ou l'attaque elle-même, si on peut prendre un terme plus général, va tenter de se déployer ailleurs via des mouvements latéraux, d'essayer d'attaquer d'autres services de l'entreprise. Parce que peut-être que les ventes ne sont pas justement le service final que l'attaquant veut attaquer. Ce sera plutôt des services avec des données très sensibles, alors soit sur les collaborateurs via le service RH, soit sur des secrets industriels en R&D, ou des documents sur de la stratégie côté direction par exemple. Et ensuite, l'attaque pourra être déclenchée donc en exfiltrant des données, en chiffrant des données par exemple pour empêcher le travail, etc. Sur les protections, comme on a vu, on considère toujours qu'une sécurité ne sera jamais infaillible. On préfère proposer de nombreuses couches finalement de sécurité plutôt que de penser que la simple protection d'une étape d'attaque pourra suffire pour protéger un poste. Donc on préfère détecter et éventuellement bloquer, sachant qu'on a toujours le choix de détecter seulement ou en remontant l'information ou en bloquant. Diverses opérations pour donner toujours plus de contexte et surtout potentiellement pour bloquer différentes phases d'attaque. Donc la première étape peut être bloquée via notre contrôle périphérique avec l'arrivée de clés USB inconnues sur le parc. Toute l'analyse comportementale dont on a parlé permet de détecter et bloquer tout comportement anormal d'application. En connaissant les profils d'application, en connaissant ce que les applications sont censées faire de manière légitime, on peut déterminer automatiquement des comportements déviants. On peut également bloquer l'exploitation de vulnérabilités, comme j'avais dit plus tôt, qui sont souvent des moyens pour infecter d'autres choses, pour se camoufler au sein d'un système et pour infecter d'autres systèmes. Tous les mouvements latéraux peuvent être vus également via des échanges de périphériques, de nouveau, via des échanges réseau, etc. Et enfin, au moment où l'attaque, donc là pour l'instant on était juste dans la phase d'infection et on peut déjà bloquer donc on peut placer beaucoup de barrières déjà à ce niveau-là avec des produits endpoint. Et enfin, lorsque l'attaque est réellement lancée, donc que ce soit du chiffrement de la donnée comme la plupart des attaques ransomware qu'on a aujourd'hui, de l'exfiltration de données, etc., des détections peuvent être faites et des blocages évidemment sur le comportement pour identifier qu'on n'a pas un comportement classique d'usage de la machine. Voilà, ça c'est pour résumer un petit peu toutes les barrières qu'on peut mettre avec une solution comme SES. Je vais vous proposer maintenant une projection un petit peu de ce sur quoi on est en train de travailler simplement côté StormShield Endpoint Security pour améliorer donc forcément le produit existant. Donc, un exemple justement de détection qu'on pouvait avoir déjà avec le produit existant, ce serait un des logs là, qui montre une exploitation de vulnérabilité. Donc là, c'est en l'occurrence une protection qui était déjà connue dans l'ancien produit et qui indique simplement qu'un processus, avec un nom un petit peu barbare justement, a tenté d'exécuter du code de manière malveillante. Donc ça, c'est vraiment, il est tombé dans un honeypot justement qu'on a, c'est-à-dire c'est vraiment un leurre qui permet de détecter des attaques qu'on a par des appels malveillants à des API du système. Le problème, c'est qu'un tel log arrivé à l'administrateur ne donne presque aucune information. Tout ce qu'il sait, c'est qu'un programme inconnu semble avoir fait quelque chose. Mais déterminer si c'est un faux positif parce que c'était un comportement qui finalement est un peu spécial, mais quand même utilisé par un installeur un peu inconnu, etc., ou un programme particulier, c'est très compliqué à déterminer. C'est pour ça qu'un log seul, pour nous, n'est vraiment plus suffisant aujourd'hui pour adresser des postes IT avec des interactions utilisateurs. Ce qui est important, c'est vraiment tout le contexte qu'on va pouvoir récupérer autour. Donc tous les logs qui se sont passés sur une même machine avant et après, mais également représentés visuellement. Un produit endpoint est capable de détecter, comme j'ai dit, toutes les interactions avec le système, avec les ressources du système. Il peut ainsi créer vraiment une arborescence
un graphe qui montre la hiérarchie finalement des processus. Une application sous Windows est forcément lancée par une autre, et on peut ainsi retrouver une hiérarchie entre les différentes applications. Donc là, la première étape forcément dans une analyse d'attaque, ça va être de récupérer un maximum d'informations sur l'auteur de l'attaque. L'auteur, en l'occurrence celui qu'on a trouvé, on peut dresser une carte d'identité vraiment du processus attaquant. Pour un analyste, c'est vraiment extrêmement important d'être capable de qualifier un tel attaquant. Donc là, en quelques lignes, on peut voir justement le chemin, par exemple, où est stockée actuellement cette application, qui est a priori inconnue. Donc on peut voir qu'elle est stockée dans un répertoire temporaire, ce qui est plutôt louche comme emplacement, puisque peu d'applications légitimes vont s'exécuter directement depuis là. On peut également récupérer des informations comme ces hashes, donc c'est donc les différents formats de hash les plus courants, permettant d'interroger des bases comme VirusTotal pour vérifier si, par exemple, c'est une application déjà connue et reconnue comme malware. Mais ce qui va nous intéresser surtout, ça va être de retrouver comment il est arrivé jusqu'ici. Et pourquoi? Alors là, en l'occurrence, on peut voir facilement que c'est WinWord, donc application légitime, connue, qui a lancé cette application. La question, c'est pourquoi est-ce que Word aurait lancé un tel binaire? Là, évidemment, je me base un petit peu sur une tentative de phishing, comme j'ai présenté juste avant. Donc on peut voir que Word a été lancé avec une ligne de commande particulière. On peut voir qu'il a ouvert en réalité un document. WinWord lui-même, c'est le WinWord de Microsoft, on peut reconnaître par son certificat de signature qui est indiqué en dessous. Donc finalement, ces informations spécifiques ne nous intéressent pas beaucoup. WinWord est un processus légitime dont on a détourné le flux d'exécution justement pour attaquer le poste. On a profité justement d'une faille. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer des informations sur l'attaque, sur ce qui a déclenché toute cette attaque, donc le document. Pour ça, justement, le fait d'enregistrer l'ensemble des événements qui se passent sur une machine nous permettent de remonter dans le temps sans avoir besoin d'interroger ou d'aller chercher des choses sur la machine. C'est directement inclus dans une vue centralisée. On peut ainsi retrouver, par exemple, là en l'occurrence, que Chrome aurait créé une telle application. Les étapes d'analyse peuvent faciliter encore le travail en affichant une vue graphique qui nous montre un petit peu plus les interactions entre les différents composants et reconstituer une histoire pour nous montrer un petit peu voilà, d'où est venu ce document, qui l'a exécuté et enfin jusqu'où ça a conduit, donc jusqu'à l'attaque qu'on vient de bloquer. Là, on est dans un cas extrêmement simple, relativement linéaire. On n'est pas remonté au-delà dans cet exemple-là pour retrouver des accès réseau, par exemple, qui auraient pu être faits par le navigateur. Là, en l'occurrence, c'est assez clairement une tentative de phishing où l'utilisateur a été poussé à télécharger depuis son navigateur un document affecté et à lancer ce document sur son poste de travail. Un deuxième exemple, par exemple, ici, ce sera une vue un peu plus complète d'une infection qu'on n'a pas simulée, mais qui montre une ligne de commande qui a réussi à s'exécuter, donc elle aurait pu être lancée par un Word encore en provenance d'un document affecté ou d'autres vecteurs d'attaque, et qui a effectué plusieurs opérations qui n'ont pas été bloquées par l'agent, par exemple, dans un premier temps. Donc c'était diverses lignes de commande qui ont été lancées, des pings, etc., pour bien montrer. En fait, ça illustre un cas de discovery, comme on appelle, donc de découverte de son environnement par l'attaquant, avant de lancer vraiment sa payload, c'est-à-dire le programme d'attaque, qui lui par contre est bloqué. Encore une fois, toutes ces étapes de discovery peuvent être détectées et bloquées via des règles comportementales en fonction de la politique qu'on souhaite mettre. Ici, on s'était contenté dans un exemple comme ça de bloquer le malware, un faux malware forcément, identifié ici. Juste pour montrer justement qu'on peut revenir et voir ce qui s'est passé sur une machine avant l'attaque. Voilà. Donc j'ai terminé, oui, par ma présentation. Bon, alors je vais, avant de passer nous pourrons maintenant passer
Avant de passer aux questions-réponses, alors n'hésitez pas à en poser pendant que je conclue. Juste comme vous l'avez vu, donc pour nous, SES est un produit très intéressant pour nos clients et même pour vous. Comme vous le voyez, les équipes côté R&D travaillent fortement et ont fait beaucoup d'évolutions de fonctionnalités pour venir adresser des nouveaux besoins, des nouveaux marchés. En tant que partenaire aujourd'hui présent, n'hésitez pas aussi par ailleurs à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez qu'on vous accompagne sur votre montée en compétence sur ces produits-là. Ok, très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Merci à tous.